Voilà. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à toutes celles qui nous suivent ou qui nous suivront ensuite sur YouTube. Voilà comment nous allons travailler ce soir, en présence de Mickey Gabet, qui est à Lyon actuellement, et qui apparaît ici en bas de l'écran, et donc votre serviteur, sachant que la caméra se braque sur celui qui parle. Vas-y, Mickey, essaie de faire un petit... Mickey, pardon. Bonsoir, bonsoir. En direct de Celui Lyon. qui parle, c'est celui qui apparaît. Bon, le principe est très simple. Vous pouvez vous munir de votre Sidour Patat Eliaou, le bien nommé. À la page 444, par exemple, c'est là où nous étions arrêtés dans notre étude quotidienne. Donc, ouais, la chaîne YouTube qui se lance en même temps, j'espère que ça va fonctionner. De toute façon, on perfectionnera au fur et à mesure. Donc le principe est suivant, on est en direct ici, on peut nous suivre en live, c'est tout public, hein, sur YouTube, ou bien sur Google+, tout simplement, ou être invité à cet événement virtuel. Et il s'agirait de le combiner avec les présences virtuelles, mais non moins amicales, et les présences physiques, qui ne tarderont pas donc dans les soirs à venir, à mesure que tout cela se met en place. Bon, alors, sans plus attendre, on va commencer, Mickey, si tu es d'accord. Bien sûr. Alors c'est parfait. Donc à la page 444 du Sidour, il suffit de cerner le paragraphe, disons 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. C'est la 6e Mishnah, ou la 5e, selon le découpage, du 2e chapitre des Maximes des Pères, Pirkei Avot. Alors, bon, à l'occasion, on fera une intro plus élargie. Disons simplement que c'est un traité de Mishnah, donc premier à cheval, 1er, 2e siècle de l'ère commune, compilé par Rabbi Danassi parmi la soixantaine de traités. C'est une très grande œuvre que la Mishnah, petit texte très condensé qui parle de la loi en général. Et ici, ce traité-là parle d'éthique. Pirkei Avot, ça se traduit par Maxime des Pères, traité des principes, en insistant bien sur l'idée que les notions éthiques qui sont enseignées ici sont essentiellement reçues depuis le mont Sinaï, en fait, à l'inverse d'un travail fondé uniquement sur la raison, qui fait table rase du passé et de la révélation. Mais aussi, ces enseignements reçus sont confrontés au réel, tant et si bien que chaque maître, à chaque génération, va un petit peu dire ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il voudrait laisser comme trace en termes d'enseignement éthique. Donc, celui qui parle aujourd'hui, c'est Hillel. Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, qu'on ne présente plus, en fait, puisqu'il est très populaire, ce Hillel dans la mémoire des gens. C'est un maître qui passait pour être compréhensif, non pas cool, il faudrait tout de même pas exagérer, mais en tous les cas, attentif à la détresse humaine, y compris dans sa manière de rendre les arbitrages. Il a été Nassi, prince d'Israël. Il a même, semble-t-il, fondé cette dignité qui va succéder au roi d'Israël. Il a vécu, grosso modo, un siècle avant l'ère commune. Et il est issu d'une très grande famille qui était à Babylone, enfin en Mésopotamie, et il fait son aliyah, on va dire les choses ainsi, à l'âge de 40 ans. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, pour étudier la Torah, il n'a pas d'autre choix que de travailler très dur. Il est très très pauvre, Hillel. Et donc justement, ça pèsera sans doute dans l'enseignement qui va suivre. Et tellement pauvre que la petite pièce qu'il gagne tous les jours, il la répartit entre nourrir sa famille et payer l'accès à la maison d'études de Beth Midrash, étant entendu qu'à l'époque, il fallait payer pour venir étudier. Plus tard, il sera donc le grand prince d'Israël, qui aura comme contradicteur un certain Menachem, puis un fameux Shammai. Et à partir de Hillel, qui par sa mère descend du roi David, d'ailleurs par son père et la tribu de Benjamin, à partir de Hillel, il y aura une dignité, celle des Nessim, des princes d'Israël, qui va durer à peu près 4 siècles et demi, ce qui n'est pas rien, bien au-delà de la destruction du Second Temple. Bon, retenons qu'il était très modeste, très patient, très pauvre, très savant, et à partir de toutes ces grandeurs-là, on va essayer d'éclairer ce qui est dit ici. Alors, la Mishnah, on va la lire très doucement, et comme Mickey, tu es hébraïsant féru, donc je ne te ferai pas l'injure de te faire une traduction systématique, mais je t'invite à intervenir à n'importe quel moment, bien sûr, dans la mesure où tu sens que voilà, il y a matière à commenter. Je peux avec plaisir. Ça marche. Alors, Hu Haya Omer, il avait l'habitude de dire. Ce deuxième chapitre contient beaucoup des enseignements de Hillel. Ein Bour Yerechet. L'esprit vulgaire, au sens étymologique, ne craint pas la faute. Velo Am Haaretz Hasid. Pas plus que
l'inculte, nous verrons quelle est cette inculture, pas plus que l'inculte n'est chassid, comprendre, pieux, dépassement de soi dans la pratique et dans l'éthique à la fois, chassid, pieux. Velo habay sham lamed, celui qui a honte, on pourrait dire celui qui est dans une timidité extrême, lamed ne peut pas apprendre. Velo akapedan melamed, pas plus que l'homme susceptible, kapdan, qui est makpid, qui est très susceptible, melamed ne peut pas enseigner. Velo cholamarbe bishora markim. Et ce n'est pas quiconque abonde en affaires qui obtient la sagesse, qui devient sage. Alors c'est une phrase un peu accidentée. On verra qu'il y a deux lectures possibles. Là qui vont dire que être dans les affaires, ça ferme les portes de la sagesse. Quiconque est dans les affaires ne peut pas devenir sage. Et certains ont une lecture plus nuancée. Quand je dis certains, c'est les commentateurs du Moyen-Âge, les médiévaux essentiellement, qui vont une lecture plus nuancée qui va dire, et être plus proche du texte en même temps, ce n'est pas donné à tous ceux qui font des affaires de devenir aussi des sages. Ça veut dire que c'est possible, mais c'est pas évident, et c'est presque sur le mode de l'ironie que cela est dit. On le comprend. Donc c'est très voisin de la première lecture, même si elle nuance. Et puis la chute, qui semble être d'ailleurs à elle seule une deuxième partie, et qui est une phrase restée très célèbre, Uvinkom chez Ein Anashim, et là où il n'y a pas d'homme, dans les situations où il n'y a pas d'homme, Hishtadel liot ish, efforce-toi d'être un homme. Et on pourrait d'ailleurs titrer une très belle réflexion, qu'est-ce que c'est que liot ish? Ici, être un homme, façon Kipling, par exemple, tu seras un homme, mon fils. Et là-dessus, il y a deux lectures traditionnelles, mais pour les aborder, ces deux lectures, il faut voir un petit peu, d'abord mettre un peu d'ordre dans cette Mishnah. Alors, Niki, je te pose une question d'analyse. J'ai traduit tant bien que mal cette Mishnah comme je pouvais, avec les moyens du bord. Elle apparaît quand même sacrément anarchique, hein, ça tire un peu dans tous les sens. On en veut à l'abruti, au crétinoïde absolu, à l'inculte, etc., au susceptible, au timide, à celui qui fait des affaires, et en disant, bon, bah, il faut prendre ses responsabilités à un moment donné. C'est la chute, mais c'est déjà une seule lecture sur deux. Comment on pourrait mettre un peu de cédère, d'ordre dans cette Mishnah? Est-ce que tu vois, toi, un socle commun, une progression, un dessin dans tout ce qui est dit ici qui paraît désordonné? Qu'est-ce que ça t'inspire? Oh. Et pour toi, il y a des millions de gens qui te regardent, hein, c'est tout à fait entre nous. Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Écoutez, Rav, là, pour l'instant, je sais pas quoi vous dire là. Bon, j'imagine que toutes les phrases qui sont là paraissent justes. Oui, oui, Elles bien sûr. paraissent justes. C'est Humainement justes. c'est comment dire, c'est des choses, comment dire, quand on voit des personnes qui arrivent à un certain âge et qui, mettons, on prend l'exemple de celui qui est très très bon en affaires, arrivé à 50 ans, c'est pas dit, oui, qu'il devienne un sage alors qu'il est bon en affaires. Ça, c'est des choses vraies, quoi. Oui. D'accord. Avec Est-ce ça, que tu dirais, alors si c'est des choses vraies, ça je peux que souscrire, est-ce que tu dirais que on a un petit peu enfoncé des portes ouvertes? On a balancé en fait toute une série d'évidences, sinon de banalités. Encore que le lien entre la crainte de la faute et la culture n'est pas évident, entre l'ignorance et la non-piété n'est pas évident non plus. bah, écoutez, Celui qui est timide, il pose pas de questions, il reste dans son coin, il est un repli. Celui qui est susceptible, il supporte pas d'avoir des élèves. Bon, tout ça, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. bah, oui, je suis d'accord qu'on enfonce des portes ouvertes, mais il est vrai que ça fait du bien parfois Ah, de lire des banalités puisqu'on a vite tendance à vouloir les oublier finalement, à se dire qu'on eh peut être ouais. mieux. Ça, je te l'accorde volontiers. Ouais, je te l'accorde volontiers. C'est un peu l'introduction de Ramchal, Moshe Chabutsato dans Messilat Yesharib. Je suis venu, dit-il, enseigner des choses que tout le monde connaît déjà. Ce qui est un comble hein, quand on écrit un livre. Commencer un livre en le préfaçant en disant, vous savez, ce livre ne va rien vous apprendre, mais c'est précisément pour ça qu'il est important. Ça, c'est Messilat Yesharib, donc 17e siècle, Rabbi Moshe Chabutsato en Italie. Donc oui, là, je suis d'accord avec toi, un enseignement éthique, sa valeur n'est pas dans sa sophistication, mais peut-être dans son utilité. Ça, c'est assez clair. J'ajouterais cependant qu'une Mishnah, toute Mishnah qui se respecte,
obéit à une cohérence. Sa rédaction est extrêmement minutieuse. Donc, on pourrait quand même ne pas trouver le sommeil cette nuit ou d'autres nuits si on n'a pas résolu la question de la cohérence de cette Mishnah. Alors, j'ai fait une tentative pour essayer d'apporter un commentaire synthétique, simple, et puis qui nous apporte dans la vie. Allez, on essaie de relire cette Mishnah et voir comme une progression. Je comprends d'abord que Hillel voudrait nous permettre de gagner dans la vie la crainte de la faute, être pieux, apprendre, enseigner, devenir sage et à terme éventuellement prendre ses responsabilités, puisqu'en fait il ne fait que pointer du doigt tant et plus d'expériences, de fréquentation, de cas de figure qui font que on n'obtiendra pas l'exemple de la crainte de la faute ou de la piété ou de l'apprentissage ou de l'enseignement, etc. Et cette énumération, me semble-t-il, obéit à une progression. On va du plus inculte au plus raffiné, avec à chaque fois un dilemme qui se pose lorsqu'on approche petit à petit de la sagesse. Alors je m'explique. Je reprends donc, Ouaya Omer, il disait En bour yerechet, celui qui est vulgaire. Et si je fais la synthèse des commentateurs médiévaux, le bourg, c'est celui qui n'a aucune aptitude cognitive. Il n'a aucune notion de Torah, il n'a pas de métier, il ne sait pas faire des affaires. Donc il a vraiment, le pauvre, rien dans ses mains pour construire une sagesse, pour construire sa vie. Et donc la sanction d'Hillel, c'est En bour yerechet. Celui qui est cet esprit vulgaire ne craint pas la faute, ne perçoit même pas les enjeux, ne perçoit même pas les transgressions, c'est tout juste s'il a une conscience. Ce genre de propos, mine de rien, va un peu à rebours de ce parti pris qui considère que, à côté du savoir académique, celui des livres, des assemblées et des cénacles, il y a une autre forme de savoir qui est liée à la terre. Un savoir, certes, des esprits rustres, mais disons pragmatiques. La vie, la réalité, oui, de l'humus de la terre qui est là, nous enrichit, fait de nous des esprits élaborés. Il est en train de nous dire tout ça, c'est des salades. Si on veut développer une conscience, simplement, celui qui n'a pas les outils intellectuels que lui apporte l'expérience du travail, parce qu'il n'a pas de savoir-faire, que lui apporte l'étude, il est illettré, eh bien, il n'a pas la crainte de la faute. Étape suivante, il s'agirait à Ma'aretz de quelqu'un qui fait du business, qui a un savoir-faire pour se nourrir, pour s'enrichir, mais il n'a pas de culture. C'est ça, à Ma'aretz, en général, un peuple de la terre. Ce n'est pas dénigrant en soi, mais nos sages ont toujours été, normal, c'est le parti des sages, assez méfiants à l'endroit de celui qui non seulement n'a pas de culture, mais qui, par son inculture, dénigre. Quand je dis la culture, c'est-à-dire la connaissance. Et alors celui-là, Lo Ma'aretz Hassid, il n'est pas pieux. C'est-à-dire qu'il ne saura pas développer un dépassement de soi parce qu'il n'a pas les connaissances nécessaires pour savoir ce qui est licite, ce qui ne l'est pas. Et donc il ne peut pas s'inscrire dans le dépassement de soi qui permet de connaître les choses et de les pratiquer. Étant entendu que c'est toujours un mouvement qui va en dehors de soi-même. Depuis qu'on est enfant, on apprend un peu plus, on en fait un peu plus, on apprend un peu plus, etc. Donc, on est à mi-chemin ici entre le savant total et celui qui ne sait rien. Mais il y a une étape intermédiaire encore, c'est celui qui sait des choses, ou plutôt qui a accès, à la sagesse, c'est pas dit qu'il sache des choses. Il est en présence des sages, donc tant mieux pour lui. Il pourrait être à la fois craignant la faute et chassid, mais quoi? Il est devant les sages, mais il n'en profite pas. Parce qu'il a honte, parce qu'il place sa timidité au mauvais moment et au mauvais endroit. Et du coup, même en présence de ces sages-là, hormis l'exemple qu'il peut en tirer, il n'a pas le cran de poser des questions quand il ne comprend pas, de dire ses manquements, de dire ses manques, ses défaillances, etc. Donc, du coup, il n'apprend pas. C'est pas encore la sagesse totale. Il a accès, mais il n'en profite pas. Stade suivant, il s'agirait de quelqu'un qui a appris, mais qui n'est pas en mesure de partager son savoir. C'est le susceptible. Quand il y a quelqu'un qui pose une question, il est mis en difficulté, il est en insécurité, ça le gêne, c'est pénible, ça l'énerve, ça l'agace, il n'a aucune patience. Kabbadan, c'est tout ça, donc le makpid, le kabbadan, celui qui est tatillon, susceptible et péniblement,
hermétique à toute forme de contestation ou de question, celui-ci ne peut pas enseigner. Donc c'est un stade encore, certes élaboré, mais en même temps il n'est pas à 100% dans la sagesse puisqu'il n'arrive pas à la partager. Et enfin, stade ultime, cette fois-ci qui peut-être concernerait, et là le propos ici n'est pas directement adressé à ceux qui font des affaires, parce que la Mishnah dit « Velo cholam arbe bisrora markim », ce n'est pas tous ceux qui font des affaires qui deviennent sages. Il est adressé, par ricochet, je pense, à celui qui est déjà parfaitement sage, c'est-à-dire qu'il a appris comme il faut parce qu'il a posé les questions, il sait même enseigner, il a la patience, mais il se pose un problème, je suis déconnecté de la réalité. Est-ce que je ne devrais pas peut-être délaisser un peu ma sagesse pour connaître les réalités du monde et devenir sage, justement, mais pragmatique? Il semblerait que le sujet ici, c'est comment se positionner par rapport à la connaissance acquise par le vécu, par le travail, ce qu'on appelle la connaissance pragmatique, qui n'est pas sans valeur. Mais là, elle est en train de nous dire ici, c'est un pari formidable. Pour ce sage ultime qui est donc en haut de l'échelle de la sagesse, il y a quand même une incertitude quant à se dire, allez, je vais faire des affaires et je serai plus sage. C'est pas gagné. Ensuite vient la chute de la Mishnah, et là qui prend toute sa saveur. Uvimkom, she'el anashim hishtadel liyot ish. Et il y a comme une rupture, une cassure dans le phrasé. Vous savez que c'est qu'une Mishnah, elle est plus ou moins toujours en deux parties, deux pôles. On les appelle en araméen, ça c'est une question de méthode, Recha de l'hébreu roche, la tête, et Seifa de l'hébreu sof, la fin. Donc articulation 1, articulation 2, c'est un peu comme une disserte de droit, par exemple, partie 1, partie 2, avec les transitions, etc. Bon. Et là, la deuxième partie, la Seifa, on n'est plus dans l'énumération, et celui-ci n'est pas cela, etc. Elle dit, donc cette phrase archi connue qui donne la chair de poule pour quiconque veut un peu compter dans l'histoire. Uvimkom she'en anashim ishtadel yot ish, là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Le général de Gaulle aura pu prononcer à l'appel de Londres une phrase pareille, d'accord? Là où il n'y a personne, moi je suis là, et c'est celui qui dit non, là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Sauf qu'il y a quand même deux lectures, je disais au début. La première lecture, c'est s'il n'y a pas d'homme, de qui prendre exemple? Ishtadel yot ish, alors efforce-toi d'être un homme, de t'assumer toi-même, débrouille-toi. Donc ta progression assure-la tout seul. Si autour de toi il n'y a que Bourg, Amaharetz, Baïcham, Kabadam, ou bien entièrement immergé dans les affaires au point de ne plus collecter la sagesse, s'il n'y a pas les exemples humains de la sagesse, alors débrouille-toi par toi-même. Donc c'est une invitation formidable, peut-être même une injonction à l'autonomie. La deuxième lecture, c'est la lecture héroïque. Là où il n'y a pas d'homme, efforce d'être un homme, c'est-à-dire, et là ça s'adresse au sage intégral, c'est bien beau la sagesse, mais il y a un moment donné où ça doit aussi se traduire en politique, en action. Et s'il n'y a pas les gens pour mener la politique, c'est à toi d'agir, toi le sage, qui est pourtant dans les livres, dans la connaissance, dans le développement de la sagesse. Et ça soulage un peu la conscience justement du sage qui se dit mais quel rapport j'ai au réel, puisque la terre, l'agriculture ne m'apprend rien a priori, j'avance en sagesse, mais comment je retrouve le réel? Mais la Mishnah nous dit, t'inquiète pas, si c'est pas ton niveau réel, c'est le réel qui va à toi. Là où il n'y a pas d'homme efforçant d'être un homme, à un moment donné, il faudra te tenir prêt. Ce sera à toi de confronter ta sagesse au réel. Ça veut dire à l'action publique, politique. Donc on a ici un très très beau cheminement de la sagesse. Comment on se positionne par rapport à la sagesse pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait de sa sagesse dans la vie, étant entendu que l'idéal que prône Hillel, c'est un peu à l'instar de sa vie d'ailleurs. Hillel, lui, il était très pauvre et très sage à la fois. C'est-à-dire qu'il a été dans l'élite, mais pendant très longtemps en dehors de l'élite, alors qu'il avait une filiation extraordinaire. Il a été dans l'élite uniquement par la chokhma, par la sagesse de la Torah, mais certainement pas par sa puissance financière, par son pouvoir ou par son statut d'héritier qu'il aurait très bien pu revendiquer. Il a construit une véritable dynastie uniquement par son amour de la sagesse, son amour de la Torah et sa croissance. Et donc oui, dans cet itinéraire-là de la Mishnah, il y a exactement son itinéraire de vie. À savoir qu'il a dû se compromettre, entre guillemets, dans la sagesse, au risque de croire, perdre pied par rapport au réel et de ne plus savoir l'appréhender.
Et voilà qu'il enseignera, ne vous inquiétez pas, le jour où il faut prendre ses responsabilités, le sage doit savoir les prendre, et c'est-à-dire c'est ce qu'il a été amené à faire dans la vie. Voilà la lecture que j'aurais proposée pour rendre cette Mishnah cohérente, essayer d'en tirer une substantifique moelle. Alors Mickey, est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur tout ça ou des questions? Bah, écoutez, Raph, c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets en fait qui interviennent dans cette Mishnah. Yes? Euh, mais il est vrai que peut-être une demi-heure, ça suffirait pas, en fait, Ah, bien sûr, oui, oui, oui. pour en parler. Bon, c'est vrai que moi, j'aimerais bien en approfondir plusieurs, mais bon, au prochain numéro, je sais pas. Alors, prochain numéro, bien sûr. De toute façon, là, c'est une petite amorce, une mise en bouche, et puis, si Dieu veut, eh bien, on développera. Il y aura toujours une conférence ou une veillée d'études ou je ne sais pas quel format on peut encore créer pour approfondir cette Mishnah. Avec Très grand. bien. Eh bien, je te remercie en tout cas d'être pionnier parmi les pionniers. Merci, Monsieur Rabin. Merci. Donc, je te mets dans le cercle Google des Limoudim. Et puis, si tu peux nous rejoindre autant que possible, ben, ce sera toujours avec plaisir. Bien sûr, là, excusez-moi, juste pour Shabbat, là, ce sera quel sujet, le cours de Shabbat? Ah, alors le sujet de la conférence de Shabbat, je l'ai déjà déterminé, c'est sur l'esclavagisme. Ah oui, d'accord, c'est clair. Esclave au nom de Dieu. C'est un peu d'actualité avec les affaires de Daesh, etc. Et puis, c'est dans l'actualité de la paracha aussi, comment un peuple devient esclave. Ça aussi, c'est une grande affaire. Donc, il fallait que je traite cette question-là, esclavagisme dans la Torah. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Rabbin. C'est une excellente idée Voilà. que vous avez là. À très bientôt. Basta à toi, le meilleur pour toi. À bientôt, au revoir. Merci.